Bonjour. Ce cours d'économie industrielle est destiné aux étudiants de la troisième année de licence économie et gestion semestre 5. Le plan du cours a été dicté par le fameux paradigme structure, comportement, performance, élaboré pour la première fois par l'Université de Harvard. D'abord, le premier économiste Edouard Mazan, et ensuite, les apports de Mazan vont être développés par Bain. Le plan est constitué de 4 chapitres. Dans un premier chapitre, on va voir l'histoire de l'économie industrielle. Dans un deuxième chapitre, structure de marché. Troisième chapitre, comportement et stratégie des entreprises. Et enfin, dans un quatrième chapitre, on va voir les performances des entreprises. Avant de voir l'histoire et le développement de l'économie industrielle, on va citer quelques définitions d'économie industrielle. La question qui se pose alors, qu'est-ce que l'économie industrielle? Il existe une difficulté quant à l'unanimité sur la définition de l'économie industrielle. Pour certains économistes, c'est un simple prolongement de la microéconomie traditionnelle. Donc, l'économie industrielle n'est qu'un prolongement de la microéconomie traditionnelle. Pour d'autres économistes, d'ailleurs, c'est la majorité dominante des économistes, considèrent l'économie industrielle comme une discipline totalement autonome qui dispose de ses propres concepts, outils, méthodes d'analyse, modèles, et c'est pour cette raison qu'il ne doit pas être intégré dans une discipline plus large qui est la microéconomie. Et c'est le point, comme on l'a dit tout à l'heure, de vue de la majorité des économistes qui considèrent l'économie industrielle comme une branche à part entière. D'ailleurs, l'analyse microéconomique s'intéresse à la firme, alors que l'économie industrielle s'intéresse à l'industrie, au secteur qui peut être considéré comme une analyse mésoéconomique entre l'analyse micro et l'analyse macroéconomique. La première définition qu'on va retenir est celle qui considère l'économie industrielle comme étant une discipline qui s'intéresse au fonctionnement du marché et des industries, ainsi qu'à la façon dont les firmes se font la concurrence sur ces marchés par des stratégies tarifaires et non tarifaires. Tarifaire, c'est le prix. Les non tarifaires, par exemple, la publicité, la qualité. La deuxième définition de l'économie industrielle s'intéresse à des situations de concurrence imparfaite, c'est-à-dire des cas intermédiaires entre le monopole et la concurrence pure et parfaite. Par exemple, le duopole. La troisième définition, c'est une définition plus, si vous voulez, globalisante, considère l'économie industrielle comme étant la théorie qui a pour objectif d'étudier les relations d'interaction, de conflit et d'interdépendance entre les composants d'un système productif afin d'en déduire les conditions de fonctionnement des systèmes productifs. Maintenant, quelles sont
les différentes étapes marquant l'histoire de l'évolution de l'économie industrielle. Il faut reconnaître que la naissance de l'économie industrielle s'inscrit dans la tradition d'analyse anglo-saxonne. Il a commencé en Grande-Bretagne. Par la suite, cette discipline va connaître un fort succès en France et dans le reste de l'Europe, l'Asie et l'Amérique. La question principale qui se pose, quelles sont les principales étapes dans l'histoire du développement de l'économie industrielle depuis sa naissance jusqu'à l'heure actuelle? D'une manière générale, on distingue deux grandes étapes, avant et après 1930. D'autres économistes parlent avant et après 1920. Mais nous, on va retenir 1930, car 1930 est considéré comme une année de dépression et de crise mondiale. Tout d'abord, avant 1930, la naissance de l'économie industrielle ne date pas de l'apparition du mot industrie. Celui-ci, d'origine latine, apparaît en Europe au XVe siècle pour désigner une activité ou un savoir-faire. Ainsi, les physiocrates ont utilisé le terme industrie dans le sens d'activité, comme Jean-Baptiste Say en 1819, qui définit l'industrie comme étant toute activité qui concourt à la création de biens utiles. Il distingue entre industrie agricole, industrie manufacturière et l'industrie commerciale. Mais, incontestablement, c'est à Alfred Marshall que l'on doit les premières bases de l'économie industrielle, en anglais Industrial Organization. Dans la majorité des ouvrages d'Alfred Marshall, il va présenter une analyse des phases du développement des industries en Grande-Bretagne et va essayer d'intégrer les apports des écoles descriptives à la fin de sa carrière en tant que principal économiste qui va marquer le début de la naissance de l'économie industrielle. Alfred Marshall montre en outre le rôle des structures dans le développement. Il fournit un ensemble d'instruments pour comprendre la réalité industrielle. Il développe plusieurs fameux concepts d'économie interne, d'économie externe, qu'on appelle à l'heure actuelle les externalités, l'économie d'échelle. Il introduit la notion d'obstacles et de barrières à l'entrée. D'une manière générale, après Alfred Marshall, il y aura, ou bien l'économie industrielle va connaître un grand essor, mais essentiellement grâce à l'apport d'Alfred Marshall. Et il y aura trois traditions divergentes, mais à peu près complémentaires qui vont se compléter pour donner à l'économie industrielle une autonomie par rapport aux autres sciences de l'économie. Un petit détail que j'ai oublié de mentionner et qui concerne l'avant 1930, il faut reconnaître qu'avant 1880, les monopoles et la grande taille des entreprises ont été
concevable et acceptable par les économistes de cette époque. Mais à partir de la fin de la décennie 1880, plusieurs économistes vont dénoncer les monopoles. En effet, à la fin du 19e siècle, il y aura le vote d'une loi antitrust. Il s'agit de la première politique de la concurrence aux États-Unis, Sherman Act 1890, qui va dénoncer les ententes et les monopoles. Pourquoi faire? Pour préserver la concurrence et lutter contre les ententes et les tentatives de monopolisation du marché. Cependant, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que l'école de Harvard donne les lignes directrices à la politique de la concurrence à partir d'un certain nombre de caractéristiques et de structures telles que la taille de l'entreprise, la part de marché et la concentration. Maintenant, on arrive à la deuxième étape, l'après 1930, et avec laquelle l'économie industrielle va connaître un grand essor et va devenir une discipline autonome. Dès le début du XXe siècle, va se développer des études appliquées sur la réalité industrielle. C'est le cas en Grande-Bretagne. En effet, c'est la Grande Dépression de 1930, puis la Seconde Guerre mondiale qui rendent obligatoire la nécessité d'une nouvelle approche de l'économie industrielle. Ainsi, dans les années 30, les économistes de l'université d'Harvard vont considérer que les théories traditionnelles ne rendaient plus compte des nouvelles caractéristiques de la réalité industrielle qui devient imparfaite, marquée par l'apparition de grandes entreprises et par des cas particuliers tels que le monopole. Ils vont réaliser des études monographiques, descriptives par secteur, par industrie, pour classer les structures de marché entre les situations de monopole et celles de la concurrence pure et parfaite, en se basant sur des critères tels que la différenciation du produit, le degré de concentration des vendeurs. Ils ont également pu élargir les variables concurrentielles au-delà des prix, c'est-à-dire au-delà des caractères tarifaires, tels que la publicité. Ils vont utiliser la publicité, ils vont utiliser la qualité des biens. Cette période du début du XXe siècle a été marquée également par l'apparition d'une nouvelle classe de dirigeants, les managers et les actionnaires vont remplacer les propriétaires qui sont généralement des décideurs des affaires familiales. Donc, à la place de ces décideurs, il y aura des actionnaires qui vont prendre la décision dans l'entreprise. En résumé, on peut dire que l'école de Harvard s'est intéressée à la classification des différentes structures de marché à partir d'études monographiques, ce qui a permis de servir pour la première fois de base, de référence et de réflexion sur les structures et le comportement des firmes. L'école de Harvard a été marquée essentiellement par les travaux d'Edward Mason, qui, en 1939, va élaborer
le fameux paradigme structure, comportement, performance qui va donner pour la première fois la première méthodologie d'analyse ou d'outils d'analyse ou la grille d'analyse globalisante des réalités économiques et industrielles et qui va permettre pour la première fois à l'économie industrielle de se constituer définitivement comme une discipline autonome. Selon le paradigme élaboré par Édouard Mazon, les structures, c'est-à-dire le nombre de vendeurs, le degré de différenciation du produit, le degré d'intégration, vont influencer et vont déterminer les comportements, les conduites et les stratégies des entreprises, qui sont la publicité, la qualité des biens, la recherche, le développement, l'investissement public, qui vont à leur tour définir la performance du marché en termes de profit, d'innovation, d'efficacité et de compétitivité. Par la suite des travaux d'Édouard Mazon, Jean Bain va reprendre en 1951 la démarche adoptée par Mazon concernant le paradigme structure, comportement et performance pour formaliser sous des relations mathématiques pour la première fois la relation causale, structure, comportement, performance. Ben va prendre une variable, par exemple, de performance qu'il va mettre en fonction d'une variable de comportement, d'une variable de structure avec une relation causale. Tout ça à partir d'observations statistiques démontrant par exemple que le taux de profit du secteur est statistiquement corrélé avec le degré de concentration dans un modèle de régression linéaire simple de la forme profit est égal à multiplié par exemple, le degré de concentration ou bien barrière à l'entrée. Ben stipule qu'il suffit de modifier les structures d'organisation, c'est-à-dire d'agir sur les caractéristiques des structures du marché pour avoir de nouvelles performances. Rappelons que les structures de marché sont caractérisées par 5 points majeurs qu'on va voir lors de la séance prochaine au niveau du deuxième chapitre sur les structures. Les 5 points sont la différenciation du produit, l'importance des barrières à l'entrée, l'intégration, les structures du coût et enfin la concentration. Donc, les différences des structures déterminent et expliquent les différences de comportement et de conduite, mais dans un seul sens. Ce qui va être critiqué, cette relation dans un seul sens, entre structure, comportement, performance, sans qu'il y aura des effets de retour, va être critiqué par l'école qui va venir après l'école de Harvard, qui est celle de Chicago. Et l'école, par la suite, on va trouver l'école de Chicago, qui est considérée comme une deuxième tradition dans l'évolution contemporaine de l'économie industrielle, va utiliser une approche normative. Donc, l'école
de Harvard a adopté une approche positive, descriptive. Et l'école de Chicago va adopter une approche normative qui est construite sur la base de théories. À chaque fois qu'il va prendre une variable dans une relation causale, il va l'identifier théoriquement. Donc, il y aura des explications théoriques pour chaque variable utilisée, ce qui n'était pas le cas dans l'école de Harvard. En effet, durant les années 70, le paradigme structure, comportement, performance vu sous l'angle de l'école de Harvard est remis en cause par l'école de Chicago, qui montre qu'il existe des effets de retour et de feedback des performances sur, d'une part, les comportements et d'autre part sur les structures. Et que l'école de Harvard n'utilise pas la théorie pour identifier les variables structurelles déterminantes dans une relation causale. Cependant, durant cette période, l'école de Chicago n'avait pas les moyens pour montrer et décrire les interactions, les conflits, les interdépendances entre les entreprises sur un marché. Ce problème va être résolu par l'école post-Chicago, qui va venir après l'école de Chicago, qui va appliquer les nouvelles technologies d'information, qui va appliquer les maths, l'économétrie avancée, pour étudier les interactions qui existent sur un marché. La nouvelle économie, la nouvelle école de l'économie industrielle, appelée école post-Chicago, c'est une école qui a combiné des approches positives, normatives, à travers la détermination de modèles économétriques. Donc, et là, cette nouvelle école de l'économie industrielle va chercher à modéliser certaines réalités de l'économie industrielle qui sont très, très difficiles et compliquées à expliquer. Il va notamment utiliser la théorie du jeu non coopératif qui stipule qu'il n'existe pas d'entente entre les entreprises et c'est une démarche purement mathématique de prise de décision dans un environnement incertain. Cette nouvelle démarche va permettre d'analyser les conflits et les interactions stratégiques entre les entreprises. À la différence des deux écoles passées, se basant uniquement sur l'étude des structures, la nouvelle économie se focalisera sur les comportements et l'étude des stratégies des entreprises. La nouvelle économie industrielle va abandonner les études économiques en coupe instantanée au profit d'études monographiques chronologiques, se basant sur les séries chronologiques, non seulement pour expliquer une certaine réalité, mais également pour prévoir l'évolution des structures, du comportement et des performances d'un marché dans un futur proche. Donc, c'était grosso modo les étapes importantes dans l'évolution de l'économie industrielle. Je rappelle qu'on avait deux grandes étapes avant la date de dépression
et de crise mondiale 1930, après 1930. Avant 1930, c'est une étape qui a été marquée par les apports essentiels d'Alfred Marshall. Par la suite, l'étape avec le début du XXe siècle, après 1930, la première école, c'était l'école de Harvard. C'est une école positive qui présente ses limites, qui vont être comblées par l'école qui va la suivre, celle de Chicago. L'école de Chicago ne va pas permettre de rendre compte des interactions, problème qui va être comblé par la nouvelle économie, la nouvelle école de l'économie industrielle. Pour la semaine prochaine, on va voir les principaux déterminants ou bien les principales caractéristiques variables des structures d'un marché. En attendant, je vous souhaite bon courage et je vais essayer de déposer dans un temps plus proche un fichier format PDF qui rappelle d'une manière détaillée, plus détaillée que le cours, les différentes étapes de l'évolution de l'économie industrielle. Je vous remercie. À la séance